Donc je reviens au document, donc à ce rapport d'activité de l'année 2019. Donc le cadre réglementaire est rappelé en introduction. Donc chaque année, avant le 30 septembre, selon le CGCT, le président de chaque établissement public de coopération intercommunale adresse au maire de chaque commune, donc c'est bien au maire de chaque commune que ce document s'adresse, un rapport d'activité qui retrace l'ensemble des faits, à la fois budgétaires mais aussi moraux, de l'organe délibérant. Donc ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au sein du conseil municipal. Donc ce sera bien à vous de vous approprier ce document afin d'en faire la lecture et éventuellement l'explication à vos collègues. C'est une présentation qui se fait aussi au niveau de la communauté d'agglomération. Et bien au-delà de cette obligation réglementaire, ce rapport, c'est le fruit d'une collaboration entre tous les services qui permet aussi aux élus, aux partenaires, aux acteurs locaux, à l'ensemble des habitants du territoire de bien comprendre quel est le rôle d'un EPCI comme le nôtre. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc je passe rapidement sur les différentes parties. Donc il y a principalement 5 parties. La première partie sur l'identité, c'est la carte d'identité de notre EPCI, avec le nombre d'habitants, les compétences, la gouvernance, les instances, le budget, les moyens humains. La deuxième partie porte sur la direction générale et sur son action, sa composition, avec l'organigramme qui précise la façon dont les services sont organisés, avec des points, des focus spéciaux sur la direction de la modernisation et des partenariats, qui est auteur de ce document, la direction de la communication et la direction de la relation au territoire. Sur la partie 3, c'est le pôle ressources, donc, qui est un pôle extrêmement important. Ce n'est pas David Juquin qui dirait le contraire, puisqu'il est vice-président en charge de ce pôle, avec trois aspects particuliers, que sont les finances, les ressources humaines, mais aussi la direction juridique et l'achat public. La quatrième partie porte sur le pôle aménagement et développement du territoire. Donc c'est le pôle qui veille au développement harmonieux du territoire, respectant les différents équilibres. On va y trouver le pôle aménagement et développement du territoire, la direction du développement du territoire, la direction de l'environnement, c'est un pôle assez important également, et la direction des services techniques, donc, qui œuvrent au quotidien, notamment dans l'entretien de nos bâtiments, pour nous citer cet exemple. Et enfin, la partie 5, donc c'est le pôle animation du territoire, avec la direction des services à la personne, la direction de la culture, et le pôle animation du territoire. Donc je vais vraiment éviter de rentrer dans le détail, je vous donner un rappel de la façon dont nous étions organisés en 2019, sachant que les élections sont passées par là et que les choses ont été revues, notamment au niveau de la composition de la gouvernance et du conseil communautaire. Je rappelle pour mémoire que nous étions 158 élus communautaires, que nous ne sommes plus 129. Nous fonctionnons de la même façon aujourd'hui avec un bureau communautaire qui se réunit au moins une fois par mois et un comité d'orientation qui se réunit toutes les semaines et mercredi matin. Comité d'orientation qui est composé de 27 conseillers communautaires, comprenant le président, les 15 vice-présidents et aujourd'hui 14 par le passé et 12 conseillers communautaires décidant d'une mission confiée par le président. Aujourd'hui, ils sont 10. Donc c'est une instance qui, comme son nom l'indique, permet de débattre d'orientation qui permettent ensuite à l'Assemblée, via un passage en commission, d'émettre des avis pour cheminer vers des délibérations. Pour le budget, donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais nous avons un budget assez conséquent avec 60 millions de dépenses de fonctionnement et en investissement, en dépenses réelles, 7 millions d'investissements, de l'ordre d'idée. Vous avez les dépenses par thématique avec les recettes par thématique, je vais éviter de les balayer de manière intégrale. Voilà. Sur les moyens humains, donc, vous avez l'organigramme, les organigrammes autour des différentes directions, ce qui permet d'avoir une idée assez précise. Et puis si vous rentrez dans le détail des pages 22-23, vous voyez comment se compose cette ressource humaine dont nous disposons, avec le nombre d'agents qui œuvrent dans les différentes thématiques. Puis on pousse de manière assez importante l'analyse en faisant la répartition, en tout cas en rendant visible la répartition hommes-femmes, ainsi que les âges moyens des agents. Donc sur la direction générale des services, des choses finalement assez classiques que vous connaissez, avec la
possibilité. D'accord, merci. La direction générale des services qui permet d'orchestrer l'ensemble des directions avec un comité de pilotage qui se réunit toutes les semaines et qui permet d'assurer le suivi dans les différents projets qui sont en cours, mais aussi dans le traitement hebdomadaire des différentes compétences. Je ne vais pas rentrer en détail de chaque document. Alors vous avez aussi des coups de projecteur qui sont donnés sur différents aspects de la politique d'aménagement du territoire. Je pense notamment au déploiement de la FTTH, donc la fibre à domicile, avec l'état d'avancement de la phase 1 pour laquelle nous aboutissons enfin. Donc ça c'est un questionnement qu'ici et là dans les communes beaucoup de collègues peuvent avoir, aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu plus urbanisé, avec, nous en avons bien conscience, des lacunes encore importantes à combler et que nous nous évertons à combler précisément avec le syndicat Manche Numérique. La direction de la communication fait aussi un point d'étape sur les actions qui ont été engagées depuis le début de l'histoire communautaire, depuis 2017, avec les différents outils qui sont rappelés, donc l'outil Relations Presse, qui permet un échange régulier avec les organes de presse, la communication institutionnelle avec ce magazine qui a été baptisé Grand Format, la communication sur Internet à travers le site, mais aussi les réseaux sociaux, la communication interne avec la lettre d'information aux agents, le lien avec les élus et les mairies, avec différents outils qui sont également mis en œuvre, avec un envoi systématique et régulier au secrétariat de vos communes. Une communication aussi sur les politiques événementielles, qui sont relativement nombreuses, lorsqu'il s'agit de la culture. D'ailleurs, à ce titre, je vous informe que vous avez aussi sur la table le programme de la saison culturelle qui a été finalisé, dont on parlera peut-être en fin d'assemblée. Voilà, donc ce bilan dresse un portrait complet de ce qui a été fait au cours de l'année 2019. Donc sur les ressources humaines, beaucoup de choses à se dire également, avec quelques données statistiques qui vous donnent l'ampleur des missions accomplies par ce service, par cette direction. 491 décisions individuelles et 455 contrats, 6089 bulletins de salaire, donc une moyenne de 507 par mois, ce qui est assez important. Des réunions de CHSCT qui sont régulières. Il y en a eu 3 en 2019 et 5 réunions du comité technique, donc c'est vraiment les instances paritaires indispensables pour le bon fonctionnement de la collectivité. À titre expérimental, donc il y a 5 salariés qui ont été placés en télétravail, de façon à voir si ce mode de fonctionnement pouvait être déployé. Et 357 visites médicales, ce sont des visites périodiques, qui sont prévues de manière ordinaire et réglementaire. Sur le volet juridique et achat public, donc beaucoup de choses à dire aussi. Il y a eu beaucoup de faits marquants pour l'année 2019. Il y a eu l'épisode des Copards, il y a eu l'abattoir de Paris. Il y a eu aussi les refonds de la statut de l'agglomération, des statuts de la communauté d'agglomération sur lesquels nous avons beaucoup travaillé avant d'aboutir en 2019. Le règlement général sur la protection des données. Et puis les perspectives, c'est l'accompagnement de la future équipe communautaire avec le développement de cette activité d'accompagnement et la formation veille permanente. Sur le volet juridique et achat public, beaucoup de choses à dire aussi. On a essayé de travailler à réaliser des économies d'échelle, notamment des économies générées par les lettres recommandées électroniques, avec aussi des envois par e-factor. E-factor, c'est une plateforme d'envoi électronique pour des courriers en recommandé avec accusé de réception, qui facilite la vie également, qui fluidifie les échanges. Donc là, la CCSPL, vous avez une page qui lui est consacrée, qui a travaillé sur différents sujets. Alors sur le pôle aménagement et développement du territoire, donc les missions elles sont rappelées, c'est assurer un aménagement équilibré, équitable et durable du territoire communautaire afin de renforcer l'attractivité,
en prenant en compte la diversité des besoins des entreprises, des touristes, des agriculteurs, des habitants, quel que soit leur âge ou leur commune. C'est bien l'équilibre territorial qui est en jeu. L'accompagnement, le développement de chaque commune selon ses atouts et ses projets, de manière équilibrée. Et enfin, l'objectif, c'est de permettre les conditions d'activité économique pour toutes les entreprises, afin de permettre à chacun de se loger convenablement, de préserver le cadre de vie et l'environnement de l'ensemble des habitants. Une vaste ambition qui, bien évidemment, sont toujours d'actualité pour cette année et les suivantes. Sur le développement du territoire, il y a aussi l'envie de s'engager fortement sur l'économie et le tourisme, cela a déjà été évoqué, au lieu des dépenses d'investissement inhérentes, avec les recettes qui vont en face, l'habitat et la mobilité qui sont, on en parlera ce soir, qui sont également au cœur de notre préoccupation, avec un investissement assez ambitieux également. Et puis sur le volet urbanisme et foncier, on en parlera également ce soir, des enjeux majeurs. Mais vous voyez des dépenses qui sont plus importantes que les recettes, malheureusement, et qui sont indispensables si on veut se doter d'outils d'urbanisme performants. Voilà, je passe assez rapidement sur les autres pages. Donc, sur l'accompagnement aux entreprises, c'est un accompagnement personnalisé, donc on a créé des tiers-lieux, un tiers-lieu principalement à Avranches, mais d'autres sont en cours de réflexion. On a donc ce qu'on appelle aussi des espaces de coworking, une inauguration qui avait lieu le 25 avril 2019, qui permet non seulement d'accueillir des développeurs de projets économiques, mais aussi des associations d'entrepreneurs locales qui ont vocation à rentrer en interaction avec ces porteurs de projets. On a accompagné différents projets l'an passé, donc des entreprises locales qui avaient notamment des projets d'extension ou d'installation. Le groupe SPC est cité, l'entreprise Kunkel également, avec de nombreuses sessions foncières. Donc les perspectives, je vous les donne de manière assez rapide, avec notamment la création de la zone d'activité économique de Fougerolles, à la limite de Saint-Quentin, de Pontobo et de Val-Saint-Père, qui se trouve de l'autre côté de la route. Parmi les pôles économiques importants à citer, pour mémoire, donc le complexe Séquin avec la création de la 6e piste, qui est un chantier assez important et spectaculaire, qui aujourd'hui répond aux attentes des éleveurs qui viennent entraîner leurs chevaux sur notre territoire communautaire. Et puis le choix que nous avons fait, collectif, de nous engager sur la reprise de l'abattoir, de façon à soutenir les filières d'élevage locales qui ont bien besoin de nous, et surtout avec la perspective d'une association étroite sur le plan juridique avec le projet de 40 ans qui sort de terre, de façon à avoir un double site à l'échelle de la Manche pour répondre aux attentes des éleveurs qui font des propositions intéressantes qui sont attendues notamment par les consommateurs, à savoir les filières locales. Donc sur le tourisme, beaucoup de choses à dire également. Il faut savoir que c'est un réseau de 600 prestataires qui œuvrent aujourd'hui à l'échelle communautaire dans le domaine du tourisme. Nous avons 375 000 visiteurs qui, sur nos territoires, passent par nos offices de tourisme, par nos 11 bureaux d'information touristique, certains sont plus actifs que d'autres, et le maillage territorial est bien là. Sur le site internet, nous avons presque 1 million de visiteurs, hein, c'est assez important. Et les réseaux sociaux qui sont très bien suivis également. Je crois pouvoir dire que dans le domaine du tourisme, nous avons la chance d'avoir une équipe qui a su embrasser l'ensemble des problématiques territoriales en se sortant de l'écueil qui aurait été de se concentrer sur le Mont-Saint-Michel, qui peut être un véritable piège finalement, si on ne fait que le regarder sans penser à l'arrière-pays, et surtout avec cette capacité à faire la promotion d'un tourisme itinérant qui irrigue aujourd'hui l'ensemble des communes qui sont situées sur des chemins, quels qu'ils soient, pédestres, équestres ou même cyclables. Sur le volet de l'urbanisme, donc beaucoup de choses à dire, de nombreuses réunions de travail au cours de l'année 2019, 3 démarches de PLUI, 68 communes concernées sur les 95, plus de 500 personnes rencontrées lors des permanences. Voilà, beaucoup de travail, avec, hélas, nous connaissons aujourd'hui, malheureusement trop bien, des situations de blocage, en tout cas
d'incompréhension avec les services de l'État, mais Gaëtan Lambert travaille à la résolution de ces points de crispation, qui j'espère aboutiront à des solutions positives pour nos PLUI en cours ou approuvés. Puis bien évidemment, il faudra penser à la suite, avec notamment des PLUI à débuter, je pense notamment sur le Val de C, et puis sur Saint-James à réviser. Voilà, donc il y avait aussi tout un travail qui avait été fait autour de la gestion collective du bocage, cette charte de bocage à laquelle beaucoup d'entre vous avaient coopéré avec des partenaires institutionnels. Je pense notamment au monde agricole. Philippe Faucon, si il est absent ce soir, avait été un partenaire très utile dans le cadre de ces négociations. Donc, charte de bocage qui avait vocation non seulement à entendre les besoins de la profession agricole, mais à faire comprendre aussi que le bocage est un élément constitutif de notre paysage, de notre identité territoriale, mais aussi un outil utile dans le cadre de cette transition écologique sur laquelle nous sommes très attendus. Et donc ça permet de passer à cette direction de l'environnement avec 3 services, un seul défi, c'est ce qui est indiqué, donc le service GEMAPI, dont s'occupe de manière très attentive Vincent Pichon, le service assainissement et le service déchets, donc avec des enjeux bien évidemment environnementaux forts, mais aussi économiques, nous en parlerons ce soir, un petit peu à travers différentes délibérations, avec des investissements budgétaires forts de la collectivité, et surtout des enjeux à l'avenir qui vont être extrêmement conséquents, et avec des orientations que nous aurons à prendre de manière collective. Donc sur le service GEMAPI, voilà quelques chiffres qui sont toujours intéressants, 34 km linéaires de haies, 4 km de haies sur talus, 1 km de haies à plat planté, ça c'est le résultat du travail, 17 km de restauration écologique de cours d'eau, 32 commissions de bocage, des travaux de protection contre les inondations et les submersions marines, on parle beaucoup de Saint-Jean-de-Thomas actuellement, mais il n'y a pas que le littoral finalement qui est concerné, il y a aussi les zones plus rurales où les limites sont bien présents et peuvent représenter des risques d'inondation avérés. Sur la direction environnement, toujours la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, avec l'année 2019 qui a été assez riche puisqu'il a fallu faire des choix. Différentes réalisations, réhabilitation des installations de stockage de déchets inertes à Brest et à Saint-Auvin, l'acquisition de bennes à ordures ménagères pour le Mortanet, Pontorson et Saint-James, la poursuite du renouvellement des points de l'apport volontaire, le démarrage des mises aux normes de déchetterie, avec notamment des outils pour, par exemple, récolter les huiles moteurs, les locaux déchets dangereux spécifiques, et des travaux signalétiques aussi qui ont été réalisés. Sur les perspectives, j'en parlais, il y a une étude d'optimisation de la collecte des déchets, de mise en place d'une collecte de biodéchets, d'une tarification incitative. C'est ce vers quoi nous avons décidé de tendre. L'harmonisation de la facturation des professionnels des déchetteries à compter de maintenant, nous y sommes. L'élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et enfin, le démarrage du programme de sensibilisation des scolaires. On est tous convaincus, c'est à partir de la jeunesse qu'on réussira à faire évoluer les mentalités pour diminuer les quantités de déchets produits. Sur l'assainissement, également beaucoup de travail accompli en 2019. Donc nous avons pour mémoire une délégation de service public, une gérance de contrats de prestation, capacité de traitement de 125 000 équivalents habitants, donc on est au-dessus du nombre d'habitants adhérés, 25 800 abonnés, 68 stations, 450 km de réseau, 155 postes de relevage. C'est tout à fait important, donc là c'est l'assainissement collectif, et pour les SPANC, donc nous avons 21 000 installations. Nous sommes le deuxième plus grand SPANC en termes de superficie. J'imagine que c'est le plus grand SPANC à l'échelle du département. Imaginez. Avec un taux de conformité de 35%, ce qui peut être encore amélioré. En tout cas, c'est le travail du service. Toujours sur le volet environnement, on peut dire un mot du PCAET, donc Plan Climat Air Énergie Territoriale, donc qui est porté à l'échelle du PETR. Donc PETR qui, je le rappelle, cette fédération des 3 EPC du Sud-Manche, à savoir Grandville, Terre-et-Mer et Dieu Intercom. Sur le volet eau potable, donc une délégation de compétences par le syndicat d'eau de la Manche, le SDO 50,
le syndicat de mutualisation d'eau potable de Grandville et Avranches, le SNPGA, et puis deux entités qui persistent, le syndicat d'eau d'alimentation de la FNL et celui de Saint-Poix. Donc tout ça nous permet d'avoir une vision cohérente de cet approvisionnement en eau potable à l'échelle de notre sud-manche. Sur la biodiversité, donc je vous laisserai prendre connaissance des chiffres, c'est ce que j'évoquais à l'instant sur notamment la dimension bocagère. Sur l'environnement, on a beaucoup de choses autour de la sensibilisation des citoyens de tous âges, avec des visites de stations d'épuration, des éléments autour de la GEMAPI sur la mise en place de la pêche électrique annuelle Vigilite, la participation annuelle à l'Assemblée générale de l'association de pêche locale, et puis aussi participation à la FDG d'eau, qui est un partenaire important de notre collectivité, mais aussi de nombreuses communes. Et puis il y a eu des événements déchets, où les services ont été bien volontiers présents, donc la fête du jardin des plantes à Avranches, fête des jardins du Mortanet, festival des papillons de nuit, randonnée, jeûner, recyclage et seconde vie à Avranches, la Foire Saint-Martin, à Saint-Pierre-du-Hercouët, et puis beaucoup d'autres animations, notamment avec les scolaires. Donc le service a une vocation pédagogique tout à fait avérée. Sur la direction des services techniques, beaucoup a déjà été fait, mais bien évidemment, on peut toujours faire mieux et davantage. Pour mémoire, donc, la direction est composée de 2 agents, 5 services de maintenance pour 15 agents, et avec un bureau d'études composé de 4 agents. Donc, voilà, ce nombre d'agents qui est rappelé ici permet aussi de prendre conscience que, vous voyez, 21 agents, c'est finalement beaucoup, et pas tant que ça pour un territoire communautaire comme le nôtre. Ce qui peut parfois expliquer ce que certains interprètent comme une lenteur ou un manque de proximité. C'est là qu'il faut qu'on continue à travailler avec vous, avec nos communes, de manière à résorber ce temps de latence qui peut exister entre un besoin exprimé à tel ou tel endroit du territoire communautaire et puis le moment où le service technique intervient. Vous avez différents chiffres sur les services techniques. Vous voyez 374 bâtiments, donc 123 établissements recevant du public. Et vous avez le découpage sous la forme de ce disque par compétence. 35% pour le tourisme, 26% pour la culture, 30% pour le développement économique. Et puis le reste, ce sont les services des bâtiments à vocation administrative, sociale, technique, sportif ou liés à l'enfance. Voilà pour les services techniques. Alors la 4e partie, c'est sur le pôle animation du territoire. Donc, ces missions, c'est offrir une qualité de vie dans un cadre de vie à partager, s'appuyer sur un projet culturel pour tout public, créer, accompagner, valoriser un imaginaire collectif, disposer de structures adaptées pour garantir la cohésion sociale et la vie culturelle, et inscrire le lien social et la créativité au cœur des projets. Alors tout ça se traduit avec différentes actions, donc notamment autour de la petite enfance et de l'enfance et de la jeunesse, l'animation de la vie sociale et de l'action sociale, les équipements sportifs et la santé. Je rappelle que nous sommes compétents dans la mise en place et la gestion de ces PSLA, pôles de santé libéraux et ambulatoires, dont certains fonctionnent déjà bien évidemment, ont été inaugurés en 2019. Je pense celui de Sartigui, et puis celui de Mortain qui a été aussi bien validé en 2019 et qui suit son cours. Nous avons aussi le projet éducatif social local, le PESL, qui a été porté dans toute l'année 2019 par Jean-Pierre Pernet et Christophe Mouni, donc qui a permis aussi un audit territorial assez important, puisque un questionnaire a été adressé aux familles et 1131 ont répondu, ce qui a permis d'avoir une vraie remontée des besoins, des attentes de nos populations, un séminaire d'élus avec 40 participants, il y a eu 16 rencontres avec les responsables de 16 établissements scolaires et de formation publique et privée, 5 ateliers professionnels du territoire, et puis différents ateliers avec les collèges, mais aussi d'autres établissements scolaires. Donc l'effet marquant, il y a eu la signature d'une convention territoriale avec la Caisse des locations familiales de la Manche. Et nous avons également l'engagement des accueils de loisirs dans le plan mercredi. Donc c'est un dispositif qui vise à l'éducation, qui est un dispositif de l'éducation nationale et de la direction de la cohésion sociale, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des accueils, la conduite d'un diagnostic territorial participatif, c'est parti de la réalisation 2019, le développement et la structuration de partenariats avec les établissements scolaires, privés et publics pour agir en faveur de la jeunesse,
puis les perspectives. Donc c'est bien établir un nouveau cadre partenarial avec la Caisse d'éducation familiale, un financeur incontournable, avec la mise en place de différentes choses, donc la mise en réseau des acteurs du territoire, la réécriture du projet éducatif, la direction des services, service à la personne, l'accompagnement et la formation des équipes, la prise en compte des besoins des jeunes adultes et de la parentalité, la poursuite du travail partenarial engagé avec les établissements scolaires et la réflexion sur les missions des acteurs jeunesse et le renforcement de nos engagements dans les dispositifs Plan Mercredi, accueil et handicap. Sur la petite enfance, donc, beaucoup de choses à dire là encore. L'effet marquant, c'est qu'il y a eu une harmonisation et une validation par les élus des 5 règlements de fonctionnement des établissements scolaires du jeune enfant et la validation par les financeurs du projet de fonctionnement du relais assistante maternelle et des projets d'activité des lieux d'accueil d'enfants par an. Donc nous avons mis en place en 2019 le guichet unique pour les modes d'accueil et l'observatoire de la petite enfance par les relais assistants maternels, la participation au diagnostic du projet éducatif, social local, et la réorganisation de la direction des services, la personne et la petite enfance. Dans les perspectives, donc la transformation de la halte garderie Sartilly, en multi-accueil de 12 places, l'harmonisation des projets de fonctionnement sur les bibliothèques et les bus, et le développement du projet accueil handicap, mais aussi la participation et la mise en œuvre du projet éducatif social local. Après la phase d'étude, sa mise en œuvre devrait intervenir sans doute en 2021. Voilà, puis je vous rappelle, oui, pour le territoire c'est intéressant, hein, quelques statistiques, on n'est pas forcément capable de récupérer quand on est tout seul à l'échelle de sa commune, 614 naissances, 467 assistantes maternelles en activité, soit 1851 places d'accueil, 9 maisons d'assistantes maternelles. Ça donne un cadre global de l'offre qui est disponible sur notre territoire communautaire. Voilà, puis sur la page 87, hein, vous avez différentes données statistiques sur les différents outils établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi sur les activités lors des animations, des antennes relais d'assistance maternelle. Voilà, sur le service à la personne, donc quelques statistiques toujours intéressantes, hein, 26 accueils de loisirs, 18 en gestion directe, 10 et 8 en gestion associative, notamment sur le Val de C. 7969 jeunes accueillis, soit 34 463 familles, avec le coût horaire moyen par enfant de 5 €, 54 séjours et 319 sorties proposées aux enfants. Ça montre l'importance des services rendus aux populations. Voilà, vous avez même la carte qui vous localise l'ensemble de ces lieux d'accueil de loisirs qui sont sur l'espace communautaire. Voilà, vous avez un focus sur le centre social du Val de C, hein, qui est un centre social intercommunal avec un fonctionnement assez particulier qui est le résultat de l'histoire, qui porte ses fruits, qui continue à répondre aux attentes de la population de cette partie de notre espace communautaire. Un focus aussi sur le Forum du Mortanet, donc nous avions inauguré il y a maintenant plus de 2 ans, qui est un projet de l'ancienne communauté de communes du Mortanet et qui fonctionne. Avec un forum qui est en fait multisite, qui concerne Mortain, Barenton, Sauval et le Tilleul, avec une centaine d'activités et de services proposés. L'université Interach, c'était la nouveauté de 2019, l'antenne d'Avanche, finalement, qui s'est déployée sur le Mortanet et qui est devenue une antenne propre au Mortanet, avec une vie sociale et culturelle qui ainsi se renforce sur ce secteur du Mortanet. Sur les réalisations en 2019, donc il y a eu la mise en place, je vous disais, de l'université Interach, la mise en place d'un Fab Lab, c'est le laboratoire éducatif numérique, une résidence d'artiste, une fête annuelle des jardins, qu'on évoquait il y a quelques instants, et la multiplication des ateliers, donc couture, cuisine, estime du soin. Des perspectives qui sont tout aussi riches. Pour information, hein, nous sommes 9 agents de la collectivité pour 230 bénévoles, donc on voit à quel point cette dimension sociale est forte. Voilà, sur les MSAP, on pourrait faire un rappel de l'histoire avec cette apparition du label Maison France Service qui nous a laissé craindre à un moment que nous perdrions les subsides de l'État alloués à ces MSAP si nous n'obtenions pas le label Maison France Service. Là, je rends hommage au travail de Jean-Pierre Carnet, pas uniquement celui qui était à la manœuvre, qui a permis d'obtenir une labellisation sur l'ensemble de nos MSAP en stabilisant ainsi nos financements. Voilà, alors là, on va passer à la dimension culturelle
fonds communautaire, avec un budget de plus de 4 millions, 800 000 euros, qui est principalement lié au nombre d'agents qui œuvrent dans le domaine de la culture et qui inclut à la fois la lecture publique, le spectacle vivant, les enseignements artistiques qui sont nombreux, qui vont de la pratique musicale, de l'art plastique, la danse, d'autres encore, et qui favorise aussi ce maillage territorial auquel nous sommes attachés. Donc pour la lecture publique, c'est un véritable réseau, 20 médiathèques, dont 5 gérées par des bénévoles, 31 500 documents prêtés par la bibliothèque départementale, il y a eu 10 125 livres acquis, 800 CD et 914 DVD, ça donne aussi le nombre de documents qui ainsi sont mis à disposition des populations, avec des aides du département, de la région ou de l'État, et 9 500 personnes inscrites et 156 000 passages qui ont été comptabilisés. Donc il y a eu, parmi les réalisations de l'année 2019, la signature d'un nouveau contrat de territoire lecture, le fameux CTL, avec la Direction régionale des affaires culturelles, et le département de la Manche pour promouvoir la lecture et sur tout le territoire de l'agglomération, à destination de tous les publics. Donc sur les perspectives, il y a la mise en place d'un logiciel métier commun sur le réseau et le développement des actions du contrat de territoire lecture autour de la petite enfance, de la parentalité des publics éloignés. Voilà. Donc sur les écoles d'art, beaucoup de choses à dire, 30 disciplines enseignées, 1515 élèves, dont 54 élèves en agglomération, on bien, mais au service vraiment des populations de notre territoire, très majoritairement, 1012 élèves, dont enfants, et 496 élèves adultes, avec 125 manifestations annuelles, donc des spectacles, des concerts d'audition, 52 professeurs, et 8 sites d'enseignement artistique. Et puis donc, dans les perspectives, des créations de spectacles, et puis surtout un travail sur l'harmonisation des cursus et la tarification de façon à avoir une offre équitable à l'échelle de l'ensemble de l'espace communautaire. Vous avez vu en 2019 beaucoup de partenariats, notamment avec le Centre chorégraphique national, le CAN, le projet Nous n'irons pas à l'opéra, un grand classique très apprécié par les jeunes, et téléportation danse et musique actuelle à l'espace conquérant à Saint-James, une collaboration entre les différentes écoles d'art. Sur la direction de la culture, toujours, les espaces publics numériques, qui constituent aussi un beau maillage, 751 ateliers, 2891 participants, 11 espaces publics numériques fixes et 2 mobiles, 2400 personnes inscrites, 7423 personnes participant au libre accès. Donc aussi une belle dynamique territoriale d'animation autour du numérique. Il faut vous rappeler aussi que nous avons 2 musées, le parc musée du Granit à Saint-Michel-de-Montjoie, avec de nombreuses animations, de beaux événements. Je veux pour preuve la clôture du symposium de sculpture qui a eu lieu vendredi dernier, qui a permis la réalisation de trois œuvres d'art assez spectaculaires. Autre musée, donc le musée de la vallée de Moin, c'est un écomusée, avec 2000 visiteurs par an, ce qui est tout à fait honorable pour un établissement de type écomusée, avec là aussi des événements et des perspectives, bien évidemment. La démarche Pays d'art et d'histoire qui suit son cours, qui a vocation à fédérer l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine des patrimoines, parce que le patrimoine n'est pas simplement historique, architectural ou archéologique, mais aussi immatériel et environnemental. Je pense que c'est important de valoriser cette identité territoriale à travers ce projet qui devrait aboutir d'ici quelques mois, avec une labellisation ministérielle. Pour mémoire, le projet Pays d'art et d'histoire a permis de porter les commémorations du 75e anniversaire de la bataille de Normandie, d'Avranches à Mortain en passant par Montauban et bien d'autres lieux. Il y a aussi des rendez-vous en termes de patrimoine. Il y a aussi tout un travail sur les patrimoines de la Cellune, et puis le soutien à l'association des villages patrimoine, qui constitue un beau réseau qui concerne plusieurs communes de notre espace communautaire. Sur le spectacle vivant aussi, beaucoup de chiffres qui vous sont donnés, 2761 spectateurs, 1169 en tout public, 1592 en jeune public. 18 spectacles au total, 18 séances tout public, 17 séances jeunes publics, spectacles en art de rue ou en plein air, et 60 mises à disposition du théâtre. Voilà. Et puis beaucoup de projets transversaux dans le champ culturel, avec la
mise en relation et travail de différents projets. Je pense que c'est vraiment la cohérence qui est cherchée aujourd'hui en matière de culture. Et je pense que cela transparaît encore une fois déjà dans le guide qui vous sera transmis. Voilà, je suis loin d'être exhaustif, j'ai été un peu partial dans les choix de lecture. L'important, c'est que vous puissiez vous approprier ce document, puis cibler les éléments qui vous jugent pertinents, de façon à donner un éclairage utile à vos collègues élus municipaux sur ce qu'apporte aujourd'hui la communauté d'agglomération au territoire et à cette strate communale que nous constituons. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des observations à faire. Donc la présentation du conseil municipal doit se faire à partir de maintenant. Alors sachant qu'avec Hervé et quelques collègues vice-présidents, nous venons d'ores et déjà à la rencontre des communes et plusieurs dates ont été posées, on pourra, pourquoi pas, éventuellement aborder ce document à cette occasion. On ne pourra pas passer dans les 95 communes dans les délais impartis, mais c'est peut-être partie des sujets qu'on pourra aborder. Voilà. Pas de questions, pas de remarques. Désolé si j'étais un peu long et un peu rébarbatif. C'est jamais un exercice très simple. Mais c'est important en tout cas que vous puissiez bénéficier de ce document et l'avoir un peu comme le guide qui vous a été remis lors de la séance d'installation. C'est vraiment un mémoire sur ce qu'est notre collectivité. Voilà, comme dit Jessie, enfin, si vous avez des questions, vous pouvez les faire remonter sans aucun souci aux élus du bureau, mais aussi du comité d'orientation. On est là véritablement pour ça. Voilà.